c'est un plaisir de vous accueillir cet après-midi avec cette plénière sur un sujet d'importance. Je suis donc Sandrine Bélier, la directrice d'Humanité et Biodiversité, et j'ai en charge d'animer cette plénière, cette table ronde. Et comme vous pouvez le constater, mais je reviendrai de façon rapide sur le parcours de chacun d'entre eux, nous avons cette chance cet après-midi d'avoir un panel de très très grande qualité, exceptionnelle, qui va nous offrir de partager leur vision, leur expérience, leurs questionnements, leurs recommandations autour de la question nature égale futur pour une nouvelle alliance avec le vivant. Je voulais commencer cette plénière par une citation. Puis je pense que beaucoup d'entre vous vont reconnaître ces propos. Ils sont assez récents. Ils datent d'il y a 15 jours. Et un homme disait devant un parterre, une assemblée également nombreuse, « Il y a des tragédies invisibles et silencieuses dont on s'accommode tous les jours. » Eh bien, je vous le dis, tout seul, je n'y arriverai pas. Oui, je vais vous présenter un plan biodiversité dans les semaines qui viennent, qui va succéder à la stratégie de la biodiversité, mais très sincèrement, tout le monde s'en fiche, à part quelques-uns. 30% d'oiseaux en moins en quelques années, 80% d'insectes en moins à l'échelle européenne. Au début du mois de mars, le dernier grand mâle rhinocéros blanc du nord de l'Afrique a disparu. Ce coup de gueule fait écho à une situation de plus en plus critique pour la faune et la flore de la planète, une biodiversité en berne, un environnement toujours plus dégradé au fil du développement des activités humaines. Ces propos, c'est Nicolas Hulot qui les tenait devant l'Assemblée nationale, donc il y a quelques semaines, appelant l'ensemble du personnel politique à se mobiliser pour la biodiversité au même titre qu'il a fait pour le climat. Et c'est bien la question qui va nous occuper aujourd'hui. Cette mobilisation, elle doit en effet être prise en charge par le personnel politique, mais il nous appartient à tous de nous mobiliser aujourd'hui pour la préservation de la biodiversité. Alors, cet après-midi, lors de cette table ronde, il y a un certain nombre de questions que l'on va se poser. D'une part, de savoir qui s'engage et comment. Et on a la chance d'avoir 6 intervenants qui, eux, sont engagés, ont engagé des partenaires et vont vous en parler. Est-ce que l'économie est au service de la nature ou est-ce que c'est la nature qui est au service de l'économie? Est-ce que le monde de l'entreprise est concerné aujourd'hui? Est-ce qu'il est sensibilisé? Est-ce qu'il est engagé pour la biodiversité? L'économie et la biodiversité sont-elles incompatibles, comme certains le pensent et le disent? Eh bien, nos intervenants vont nous donner leur expérience, leur éclairage, leur réflexion et surtout leurs pistes de solutions. Et pour commencer, je vais interroger Anne-Caroline Prévost. Anne-Caroline qui est directrice de recherche au CNRS et qui travaille au Centre d'écologie et des sciences de la conservation au Muséum d'histoire naturelle à Paris. Elle est également vice-présidente du MAP France, un programme scientifique international de l'UNESCO, et elle est l'auteure de plus de 50 articles scientifiques et a coordonné 3 ouvrages, dont le dernier, si je ne me trompe, avec Cynthia Fleury, qui portait le titre de « Le souci de la nature, apprendre, inventer et gouverner ». Anne-Caroline, on a au début de ce mois de mars, avec cette étude du Muséum et du CNRS sur la réduction des populations d'oiseaux dans nos campagnes, parlé d'un printemps silencieux, qui fait référence à un ouvrage qui est bien plus ancien, un ouvrage américain en réponse au DDT. Est-ce que ce printemps silencieux concerne simplement cette référence au fait de ne plus entendre les oiseaux, ou est-ce que on peut aussi l'entendre comme c'est la communauté humaine qui se tait, qui reste silencieuse par rapport à une catastrophe annoncée tout aussi importante que le dérèglement climatique?
catastrophe annoncée, prévisible, est-ce que c'est définitif? Est-ce que tout est foutu? Et est-ce qu'on a vraiment perdu le lien à la nature et à l'essentiel? Est-ce qu'on peut le retrouver? Merci Sandrine, bonjour à tous. Alors effectivement, vous avez tous entendu il y a 3 semaines maintenant, au début du printemps, cette annonce des scientifiques du Muséum et du CNRS, reprise par notre ministre, que dans les campagnes françaises, plus particulièrement depuis 2 ans, mais depuis en même temps au moins 1989, plus d'un tiers des oiseaux ont disparu. Ça veut dire que pas tout à fait toutes les espèces, enfin pas les espèces, mais le nombre d'oiseaux qui sont dans les campagnes a disparu. Donc vous entendez de moins en moins d'oiseaux dans les campagnes. Et les oiseaux, c'est le haut de l'iceberg, parce que s'ils disparaissent, c'est qu'en fait, ils n'ont plus de nourriture, donc ils n'ont plus rien à manger. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus d'insectes, ça veut dire que les sols s'appauvrissent, ça veut dire que les plantes diminuent, en tout cas les plantes sauvages, etc. Alors ça se passe près de chez nous, on est loin des ours polaires, donc c'est vraiment autour de chez nous, et c'est ça qui est de plus en plus inquiétant. Et effectivement, on le sait depuis longtemps, un cercle d'initiés le sait depuis longtemps, mais rien ne change. Plusieurs personnes commencent à disent depuis un moment qu'on est dans un avion qui est en train de perdre tous ses boulons. Alors on ne sait pas quand il va s'écraser. S'il y a un boulon qui saute, c'est pas grave, 2, 3, 4, c'est pas grave. Puis à un moment, on sait bien qu'on peut imaginer qu'à un moment, ça va être grave. Mais on ne sait pas très bien quand, donc voilà. Donc on en est là. On est sûr qu'il va finir par tomber, mais on ne sait pas comment. Alors pourquoi c'est grave? Parce que finalement, si on n'entend plus les oiseaux dans les campagnes, c'est peut-être pas très grave. Si on a moins d'insectes qui viennent nous piquer pendant qu'on mange dehors, c'est peut-être pas plus mal. Si on n'a plus besoin de s'arrêter quand on fait des longs trajets en voiture pour laver notre pare-brise, ça nous fait gagner du temps, donc tout va bien. Et en fait, la biodiversité, donc toutes ces espèces communes qui nous entourent, dont on ne sait rien, mais qui sont là, elles nous apportent énormément de services. Donc vous le savez, les services qui sont gratuits pour l'instant, donc des services d'approvisionnement pour notre nourriture, de régulation pour notre climat et notre eau, mais aussi ne serait-ce que pour se faire du bien. Alors effectivement, ça c'est grave parce que quand on sait remplacer ces services au niveau technologique, mais ça va être de plus en plus compliqué et de plus en plus cher. Et puis c'est grave aussi pour des raisons éthiques. Donc là, j'aime bien citer Romain Gary, que vous connaissez tous comme un romancier. Et en 1968, dans une lettre qu'il avait écrite à Monsieur l'éléphant d'Afrique, il a finissait en disant « Dans un monde entièrement fait pour l'homme, il se pourrait bien qu'il n'y eût pas non plus place pour l'homme. Tout ce qui restera de nous, ce sera des robots. » Alors on a acquis des pouvoirs qui nous permettent de détruire tout le reste du vivant sur la planète, ou presque. Et ne serait-ce qu'à cause de ça, on a un devoir, à mon sens, moral, éthique et existentiel, d'en prendre soin et d'avoir du souci pour ce vivant. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait ça? À mon avis, on a construit notre fonctionnement collectif sur des objectifs de croissance et de progrès technique, et on a utilisé la nature et la biodiversité comme des ressources sans fin à notre disposition pour augmenter la croissance et les bénéfices matériels et financiers qu'on en tirait. Alors le psychologue et penseur Serge Moscovici disait dans les années 1970 que notre quête du progrès est comme je cite, un ascenseur sans mécanisme de descente, entièrement autonome et aveugle, dont on ne sait ni comment sortir, ni où il s'arrêtera. Alors dans ce contexte, penser à la nature, c'est rapidement vu comme juste faire attention aux petites fleurs et aux petits oiseaux. On passe pour un enfant, un rêveur, un artiste ou un post-68ard. En tout cas, pas comme quelqu'un de sérieux. Et en parallèle, on est dans un cercle vicieux, parce que le vivant disparaît progressivement de nos cadres de vie, on n'est pas encouragé à s'y intéresser, les générations qui se succèdent l'intègrent de moins en moins dans leur identité et dans la construction de leur moi et de leur être. Et là, je cite un psychologue, Peter Kahn, américain, qui a appelé ça l'amnésie environnementale générationnelle. Alors, pour expliquer ça, il emploie la métaphore suivante. Il dit, imaginons un monde où il y a un aliment qui existe, que tout le monde mange, qui est bon, et on est en bonne santé quand on le mange. Maintenant, vous imaginez un monde... Et puis, quand on ne le mange pas, on ne meurt pas, mais on a un petit peu de stress et on a un peu d'asthme. Alors, imaginez maintenant un monde où cet aliment n'existe pas. Il n'a jamais existé, personne ne le mange, tout le monde a un peu d'asthme et de stress, mais finalement, comme il n'y a pas de référence, tout le monde se sent en bonne santé. Voilà, la nature, c'est un peu ça, en fait. Alors, est-ce que c'est définitif? J'espère que non, parce que sinon, on ne serait pas là. Alors, on a une grande chance, nous, les humains et les non-humains, c'est qu'on est vivants et qu'on est diversifiés. On a tous des façons différentes de nous connecter aux vivants, nous, les humains, d'entrer en relation avec les plantes et les animaux qui nous entourent. Et puis, on a tous aussi des relations différentes de rentrer en relation avec les femmes et les hommes qui nous entourent aussi. Mais on le fait dans nos vies personnelles. Et là, je suis sûre que dans toutes nos vies personnelles, on a tous, enfin j'espère en tout cas pour vous,
des moments d'expérience de nature. Ce sont des occasions de retrouver des sensations, j'arrive, j'ai bientôt fini, des émotions, de la diversité, des surprises, du hasard, mais aussi des occasions de nous poser, de nous questionner et de penser à notre avenir. Donc je vous propose de nous appuyer sur ces moments-là, de les mettre à l'honneur, non pas seulement dans nos vies personnelles, mais dans nos collectifs de travail, de nous appuyer sur leur richesse et leur diversité pour construire des nouvelles relations avec le vivant, y compris avec les collaborateurs et les collaboratrices. Alors ça veut dire sortir des rails, réenchanter le monde, comme l'appelait Serge Moscovici. Je vous remercie. Emmanuel Delannoy, tu es entrepreneur, consultant, conférencier, auteur. Tu as contribué à la construction de l'Agence française pour la biodiversité. Tu as également été chargé par le gouvernement d'une mission sur les emplois de la biodiversité. Entre idées et terrain, tu contribues à animer et à mettre en œuvre la réinvention écologique de l'économie. Tu es l'auteur de Perma-économie et l'économie expliquée aux humains, aux éditions Well Project, dont le dictionnaire de la pensée écologique, Humanité et biodiversité manifeste pour une nouvelle alliance, S'approprier les clés de la mutation, ou encore le guide Nature Paris Entreprise, relever le défi de la biodiversité. Alors cet objectif de croissance dont parlait Anne-Caroline, de cette solution de sortir des sentiers battus, d'être fou, de réenchanter, de réinventer le monde, de réinventer l'économie. Est-ce qu'il existe une troisième voie pour toi? Peut-on imaginer une autre économie et peut-on imaginer d'autres relations entre l'économie et la biodiversité? Je pense qu'on n'en est plus à les imaginer, elles existent déjà, il faut les mettre en œuvre, elles ont déjà été mises en œuvre et expérimentées, il faut maintenant les généraliser. Donc on est à une autre échelle et à une autre étape. Cette nouvelle relation, cette troisième voie, elle a été théorisée par des pionniers comme René Passet quand même dès 1978. C'est juste que la concrétisation a mis du temps. Il y a des gens qui ont pensé aussi des choses comme la permaculture, ça remonte aux années 70, au Japon, en Australie. Et finalement, on se rend compte que tous ces concepts-là peuvent percoler l'ensemble de l'économie, l'ensemble de la création de valeur. Je voudrais reprendre à partir de la conclusion d'Anne-Caroline, parce que effectivement, cette idée de remettre un peu de magie, de réenchanter, de remettre de l'humain, de l'empathie dans l'économie et de remettre l'économie à sa juste place, c'est-à-dire d'abord à l'intérieur des limites de la biosphère et au service de l'humain, c'est quand même la base. Et ça passe par des changements de référentiel, ça passe par une nouvelle manière d'envisager notre relation au vivant. Mon mot-clé, ce serait, alors au-delà de perma-économie, ce serait biomimétisme en fait. D'ailleurs, c'est un petit clin d'œil, hein, le titre de l'atelier, c'est la plénière, c'est Nature égale futur. C'est aussi le titre qui a été donné à une très jolie série. Alors vous tapez ça, il y a une chaîne YouTube, etc. Nature égale futur, vous verrez que c'est une belle manière de s'inspirer, de rêver, de découvrir des nouveaux horizons. Et c'est publié, édité par le CBIOS, qui est un centre d'excellence de compétences sur le biomimétisme en France. Alors pourquoi le biomimétisme ? Parce que c'est, je pense, une manière aussi de changer de regard qu'on a sur le vivant, d'avoir un regard un petit peu plus humble et de sortir d'une fausse alternative, en fait, finalement, dans laquelle on n'arrête pas de s'enfermer. Et c'est une alternative qui n'est construite que par référentiel au passé. Cette alternative, elle se pose dans les termes suivants, bien souvent. C'est soit d'un côté la croissance, la fuite en avant, la quête de l'innovation technologique toujours plus pour maîtriser et domestiquer le vivant, soit quelque part un retour en arrière ou un effondrement ou une décroissance. Mais les deux finalement sont fondés par référence au passé, par référence finalement au paradigme de la révolution industrielle, où on a construit les instruments de l'exploitation du vivant, de l'exploitation des ressources naturelles, mais dans un contexte bien particulier, parce que pourquoi on a inventé l'industrie? C'était pour faire des gains de productivité sur le travail, la capacité de travail. Les humains étaient rares. Le temps que les humains pouvaient consacrer au développement économique était rare, puisque d'abord on était 7 fois moins nombreux, beaucoup moins bien formés qu'aujourd'hui sur Terre. Or aujourd'hui, on est dans un contexte qui est complètement inversé. Et finalement, ce qui est abondant, c'est l'humain, c'est la connaissance, c'est la relation, c'est l'empathie et tout ce qu'on est capable de développer en tant qu'humain. Et ça n'est pas valorisé par l'économie. Et par contre, ce qui est rare aujourd'hui, ce sont les ressources naturelles, qu'elles soient d'ailleurs fossiles ou vivantes. Et ça, c'est largement surexploité par l'économie. Donc, quand on parle de changer le moteur de l'économie, les référentiels de l'économie,
On n'en est plus aujourd'hui à faire des systèmes de management environnementaux, à faire du recyclage, à faire de l'économie circulaire, à traiter des déchets, à imaginer des solutions au bout de tuyau. On en est à finalement réinventer complètement le cœur des métiers des entreprises, réinventer des nouveaux modèles de création de valeur. L'industrie, elle est faite pour faire des gains de productivité, je l'ai dit. L'industrie, elle a horreur de la diversité, elle a horreur de la variabilité, elle a horreur de la spontanéité du vivant. Les nouveaux modèles de création de valeur dont nous avons besoin aujourd'hui sont au contraire des modèles qui doivent valoriser la diversité, la spontanéité, la créativité, qui doivent valoriser la connaissance, qui doivent valoriser les relations entre les êtres vivants, humains et non humains d'ailleurs. Et donc il y a cette notion aussi derrière de réinvestissement dans le capital immatériel, de réinvestissement dans la diversité, de réinvestissement dans le capital naturel aussi. En considérant, alors le capital naturel non pas dans son sens réducteur, hein, c'est pas juste de la biomasse, c'est pas juste des molécules, c'est pas juste des ressources, c'est un terreau sur lequel finalement on peut prospérer. Exactement comme un permaculteur, quand il va travailler, quand il va produire, en permaculture, on cherche à produire des légumes, des fruits, des choses qu'on va pouvoir manger, mais on cherche aussi à restaurer les sols, à restaurer la biodiversité des sols et leur capacité à fixer le carbone, les nutriments, à stocker l'eau, etc. Donc c'est toute cette dynamique du vivant qu'il va falloir aujourd'hui par l'économie, et donc on n'est plus sur une question de est-ce que l'économie est au service du vivant ou est-ce que le vivant est au service de l'économie. On a bien une imbrication entre les deux ne peuvent pas fonctionner indépendamment l'un de l'autre. Donc c'est la richesse de ces relations qu'il va falloir retrouver aujourd'hui et sur lesquelles il va falloir reposer. Mais on a tous à y gagner, parce que si on fait ça, on va rendre nos organisations beaucoup plus agiles, on va rendre nos organisations beaucoup plus adaptables à l'imprévu, au changement. Et je peux vous dire que de l'imprévu et du changement, on n'a pas fini d'en voir, et on en verra de plus en plus dans les années qui viennent. Donc on a besoin de se préparer. Voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel, effectivement, là. Peut-être un point sur lequel je voudrais insister quand même, c'est qu'on a besoin aussi de réhabiliter la complexité. On a besoin de sortir de ce langage malheureusement courant dans les métaphores politiques et dans le langage journalistique, comme quoi la complexité, ce serait quelque chose d'un petit peu effrayant, comme quoi la complexité, ce serait une barrière à l'action, un frein à l'action, alors qu'en fait, la complexité, c'est le moteur de la vie. La complexité, sans complexité, il n'y a pas d'émergence, et sans émergence, il n'y a pas apparition de propriété nouvelle, il n'y a pas d'adaptation, il n'y a pas d'évolution. La complexité est une valeur positive. La complexité doit être enseignée dès le plus jeune âge et elle doit être enseignée tout au long de la vie. Si on n'est pas capable d'appréhender, de comprendre, de faire face à la complexité, nous ne pourrons pas faire face aux changements qui nous attendent. Merci Emmanuel. Je vais passer la parole à Isabelle Autissier. Ingénieur agronome, moi je l'ai appris, je ne le savais pas. Je connaissais Isabelle la navigatrice, mais donc ingénieur agronome spécialisé sur la question des ressources halieutiques. Tu as rejoint l'Ifremer dans les années 80. Tu as enseigné à l'école maritime et aquacole de La Rochelle. Et puis toute cette période de navigatrice, la première femme à avoir accompli le tour du monde en compétition en solitaire. Ça, tout le monde s'en souvient. Tu n'as pas arrêté de naviguer, mais multiplier les activités en intervenant comme animatrice à France Inter, donc toute cette question aussi de sensibilisation. Tu es auteur aussi de plusieurs récits et essais et d'un livret d'opéra. Ça se souligne, moi je trouvais ça, j'ai appris. C'est vraiment multicarte. Isabelle, et puis ton premier roman, Seule la mer s'en souviendra, puis L'amant de Patagonie et Soudain seul en 2015. Tu sièges au Conseil économique et social et environnemental et également au Conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité. Et puis tu es présidente du WWF France depuis 2009. Et c'est notamment à ce titre, mais aussi avec toute ton expérience, que je vais te poser la question suivante. Est-ce que c'est possible d'emmener les entreprises sur des politiques plus durables? Et du coup, quel est l'enjeu entre climat et biodiversité? Est-ce qu'il y a un agenda? Et dans le cadre de ton action et de l'action avec le WWF, avec les associations,
Est-ce que tu as des petites illustrations du coup d'engagement, de partenariat, associations, entreprises qui participent à la préservation de la biodiversité? Merci. Oui, déjà, je vais un tout petit peu revenir sur le constat qu'il faut quand même bien partager, qui est vraiment plus qu'inquiétant. Le WWF, vous le savez, depuis 40 ans maintenant, étudie les populations sauvages et mesure les populations sauvages. Notre dernier rapport de l'année dernière nous dit que sur l'ensemble des mammifères sauvages de la planète, on en a 58% de moins qu'il y a 40 ans. Donc, on n'est pas dans l'épaisseur du trait, on n'est pas sur une ou deux espèces qui disparaissent, on est sur un phénomène massif. Et comme ça a été extrêmement bien dit, la biodiversité sur cette planète, elle fonctionne bien parce qu'il y a justement cette diversité dans la vie. C'est-à-dire qu'il y a un croisement, il y a un réseau des espèces. Le directeur du MNHN, du Muséum d'histoire naturelle, prend l'image de la Tour Eiffel que je lui emprunte. Si vous sciez un barreau de la Tour Eiffel, il ne se passe rien. Si vous en sciez 2, il ne se passe rien. Si vous en sciez 10, il ne se passe rien. À partir de quel barreau est-ce que la Tour Eiffel s'effondre? C'est sûr qu'elle s'effondrera à un moment ou à un autre, mais on ne sait pas à partir de quel barreau. Et après, on arrivera à un autre état de la Tour Eiffel, qui sera un tas de tôle par terre, qui nous rendra beaucoup moins de service parce qu'on ne pourra pas la faire visiter. Et donc, ce sera beaucoup moins intéressant. Donc, j'aime bien cette image. Et c'est vrai que quand on parle de biodiversité avec les entreprises, la première chose souvent, c'est que c'est compliqué et ils ne voient pas toujours le lien a priori. Et il faut pour ça, avec eux, souvent démonter les chaînes de valeur, les chaînes d'approvisionnement, pour se rendre compte que le premier des capitales d'une entreprise, quelle qu'elle soit, c'est la vie sur la planète. Et que s'il n'y a pas ça, il n'y a rien d'autre. Après, il y a un capital humain, après, il y a un capital financier, après, il y a tout ce que vous voulez. Mais s'il n'y a pas ça au départ, il n'y a rien. Moi qui suis, tu l'as dit, une Alieute, nous sommes évidemment dans des situations de surpêche caractérisées pour une grande partie des espèces de la planète. Quand on a pêché trop de poissons par rapport au stock sauvage, il y en a moins. S'il y en a moins, il y a moins de pêcheurs. S'il y a moins de pêcheurs, il y a moins de constructeurs de bateaux, il y a moins de constructeurs de filets, mais il y a moins aussi de boulangères qui fait le pain pour les marins, et il y a moins aussi de banquiers qui vont prêter l'argent pour construire les bateaux, etc., etc. Donc, au final, même le banquier, il dépend du poisson. Donc, à un moment donné, voilà. Et ça, c'est une dynamique que les entreprises doivent s'appliquer à elles-mêmes pour identifier, pour comprendre. Il y en a pour lesquelles, évidemment, c'est facile, puisqu'il y a des entreprises qui vont, je pense à l'agroalimentaire, par exemple, qui va tirer directement ses ressources d'un capital naturel. Il y en a pour lesquelles il suffit de se poser la question, mais dès qu'on se la pose, en fait, on va y répondre. Et à partir de là, c'est là qu'on peut commencer à enclencher les solutions. Quand on a préparé le débat, tu nous demandais un mot. Et moi, j'avais dit le mot « ensemble ». Parce que je pense que si ensemble, nous sommes le problème, nous sommes ensemble la solution. Enfin, c'est ce que le WWF professe, en tout cas. Et c'est vrai que c'est parce que nous allons arriver à mettre ensemble les différents acteurs. On a parlé des politiques, on a parlé des individus, des citoyens, des êtres humains, pour ce qu'ils sont. Il faut parler des entreprises, il faut parler des collectivités. Il faut vraiment qu'il y ait, à un moment donné, et moi je pense qu'on commence à voir les prémices de ça, qu'on commence à voir les prémices d'une action collective, une action commune vers le respect de cette biodiversité qui nous porte, encore une fois, et dont on ne peut absolument pas se passer. C'est vrai que les 10 dernières années ont été très occupées par le climat, à juste raison. Le climat et, je dirais, avec la biodiversité, les deux grands sujets auxquels il nous faut faire face au cours de ce XXIe siècle. Et sur le climat, s'il y a 10 ans, on nous prenait encore un peu pour des rêveurs, on a vu au moment de la COP de Paris, par exemple, et de plus en plus maintenant, que ça y est, les gouvernements, en tout cas la plupart des gouvernements enclenchaient les politiques, que les entreprises commençaient à compter le carbone, que les citoyens commençaient à être impliqués et encouragés à un certain nombre de comportements. Et que même si on est loin encore d'avoir réglé le problème du climat, et très loin même, mais en tout cas, on a vu qu'à un moment donné, il y avait une dynamique qui s'engageait vraiment.
on a absolument besoin, et je crois que c'est vraiment l'objectif qu'il faut qu'on se fixe, de faire la même chose pour la biodiversité, même si ça nous paraît un sujet un petit peu plus compliqué. Et on a pour ça un agenda. Tu parlais d'agenda tout à l'heure. C'est vrai que c'est intéressant. On a vu se créer l'IPSES, qui est le pendant du GIEC pour la biodiversité. On a vu se créer des conférences internationales qui sont les pendants de ce qu'étaient les COP climat. Et on en a une qui va être assez marquante, c'est dans 2 ans, 2020, puisqu'elle va avoir lieu à Pékin. Je ne pense pas que Pékin, pour nous, apparaisse comme les Chinois, comme les champions de la protection de la biodiversité. Mais c'est encore aujourd'hui l'usine du monde, et c'est aujourd'hui le pays qui compte le plus d'habitants pour l'instant. Bientôt ce sera l'Inde, mais en tout cas un des pays qui compte le plus sur la planète. Donc c'est extrêmement important que ce soit eux qui portent ça. Et je pense que voilà, c'est la COP de 2020 sur la biodiversité. Il faut qu'elle ait le même poids et il faut qu'elle soit le même révélateur qu'a été la conférence de Paris. Les États vont être amenés à s'engager. Et il faut que les entreprises, que les collectivités, que les groupements de citoyens, que les associations arrivent à cette COP avec des choses sur la table, avec un travail, avec des propositions, avec des engagements, avec des consensus, avec des gens qui vont se mettre ensemble. Et ça se construit dès maintenant. Si tu me demandes 1 ou 2 exemples du travail que fait WWF un peu dans cette perspective et comment on peut essayer de changer les choses. Vous savez, aujourd'hui, une des grandes raisons du recul de la biodiversité dans le monde, c'est les grandes commodités et commodities, comme on dit en anglais. Et je pense par exemple au soja, au maïs, à l'huile de palme, au poisson, à la viande, aux produits laitiers, etc., au nom desquels on dévaste une grande partie de la biodiversité. Quand on regarde ça, on s'aperçoit que 80% du commerce de ces commodités sont aux mains de 500 entreprises dans le monde. Donc déjà, on voit qu'on a des possibilités d'avoir des effets leviers. Parce que si ces entreprises changent de logiciel et si elles changent de point de vue, alors elles peuvent par contagion faire changer leurs fournisseurs et faire changer aussi leurs clients à qui elles vont proposer des produits autres et des produits différents. Et on va rejoindre cette idée de l'ingénierie un peu nouvelle, quoi. Un exemple concret, je ne sais pas si on peut citer des noms précis, mais pourquoi pas. WWF travaille avec Michelin, donc deuxième fabricant mondial de pneus, sur qu'est-ce qu'est le caoutchouc durable. Comment est-ce qu'on peut imaginer récolter du caoutchouc sans être obligé de raser de la forêt primaire pour planter de l'EVA et avoir une monoculture d'EVA où il n'y a plus un poil de biodiversité et qui, en plus, ne produit plus les services pour les populations locales qui avaient l'habitude d'aller dans les forêts pour récolter des choses ou pour se soigner ou pour se promener, pourquoi pas. Là, il y a un véritable enjeu et on travaille avec eux sur la conception d'un logiciel. Alors, on travaille sur le terrain, évidemment, en Indonésie, pour essayer de voir, voilà, qu'est-ce que ça va être. Et si des grandes entreprises comme ça commencent à travailler ensemble, si on commence à mettre d'autres fabricants de pneus, si on commence à mettre des gens qui travaillent pour la voiture, le transport, etc., autour de ces concepts, alors on peut faire changer les choses. Et alors on va créer un concept et une façon de faire qui va être durable et qui va permettre de préserver une biodiversité. Parce qu'on sait bien, quelque part, qu'on a encore besoin de pneus pendant un petit moment. Peut-être qu'un jour, on n'en aura plus besoin, mais on en a encore besoin pour un petit moment. Et bien, ce moment-là, on n'a pas le droit de le perdre. Donc, il faut absolument changer. Je vais prendre un autre exemple. Tu vas nous le réserver pour la deuxième, si tu veux. Alors, bien. Je le garde pour tout à l'heure. Comme ça, on garde la salle à l'écoute, en attente, et qui se dit « Ah, le deuxième exemple ». Très bien. Okay. Si tu veux bien, Isabelle, merci. Parce que je vais du coup enchaîner avec Véronique Dame, qui est consultante experte en biodiversité. Tu as créé en 2005 Gondwana, la première société de conseil spécialisée en biodiversité. Son rôle, accompagner les entreprises et les collectivités territoriales. Donc
Véronique va poursuivre sur les exemples que tu commençais à évoquer, Isabelle. Donc, collectivités territoriales pour mieux intégrer les enjeux de biodiversité dans leur activité et leurs projets. Depuis donc plus de 12 ans maintenant, ton cabinet et tu as contribué à changer le regard d'un certain nombre d'entreprises françaises sur le monde du vivant. Tu vas nous en parler, j'espère. Tu es, et Isabelle l'évoquait, tu as rejoint le groupe d'experts français. Alors moi, je dis encore l'IPBES. J'ai un peu de mal avec son... Parce que j'ai connu la naissance de l'IPBES. Alors c'est le GIEC de la biodiversité, donc qui est chargé de fédérer l'expertise à l'échelle internationale sur les enjeux de la biodiversité. Et Gondwana a rejoint le groupe ARP, Astrans, en 2016 pour constituer son pôle biodiversité. Alors Véronique, les entreprises et la biodiversité, tu connais. Est-ce qu'il y a eu des évolutions sur les dernières années, notamment depuis 2005, où tu as commencé à travailler en ce sens? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que l'ensemble des entreprises ont conscience de l'importance du sujet et du rôle qu'elles peuvent jouer pour la préservation et la restauration de la biodiversité? Merci, bonjour à tous. Alors, où en sont les entreprises aujourd'hui? J'ai envie de dire 12 ans, presque 13 ans aujourd'hui, après la création de Gondwana. On est obligé de reconnaître que la biodiversité s'est invitée chez les entreprises. On a pu des scènes comiques qu'on a pu vivre au début, où on nous prenait un peu pour des illuminés quand on parlait de biodiversité au sein de grands groupes. À l'époque déjà, parler du climat, c'était un peu compliqué, mais parler de biodiversité... Donc, bon, en l'espace de 13 ans, on va dire cette bataille a été gagnée. Maintenant, j'ai envie de dire, au-delà d'une poignée, moi, je parlerais d'une poignée d'entreprises. Ce sont un peu toujours les mêmes qu'on retrouve. On se retrouve tous ensemble, un petit peu 2-3 fois par an, dans des conférences. On est content. Mais moi, ce que je constate, c'est qu'on n'arrive pas effectivement à dépasser cette poignée d'entreprises qui sont souvent des grands groupes, qui ont déjà auparavant engagé des démarches environnementales, des démarches RSE. Et donc, la biodiversité, c'est effectivement, j'allais dire, accroché à ce wagon. Le vrai enjeu aujourd'hui, c'est de dépasser effectivement ces pionniers, d'aller au-delà des grands groupes, parce que si on regarde au niveau des PME et des TPE, là c'est abyssal, et donc ce sont effectivement des milliers d'entrepreneurs qu'il faut aujourd'hui aller chercher sur ce sujet. Bon, une fois qu'on a dressé ce constat, moi j'ai envie de dire, il y a 3 stades aujourd'hui, selon les entreprises. Il y en a qui sont effectivement à différents stades de maturité. Le premier stade, c'est celui, on va dire, je suis sur la défensive, c'est-à-dire que je réalise ou on me fait comprendre que j'ai des impacts et d'une manière ou d'une autre, je dois les régler. Et je vais dire que globalement, au niveau de ce stade, les choses sont à peu près bien gérées aujourd'hui. Il y a eu un deuxième stade que je qualifierais de l'éveil, qui est celui qu'évoquait Anne-Caroline, celui de la prise de conscience des services écologiques. J'aime pas le terme de services rendus par la nature. La nature n'est pas là pour rendre des services, mais on les utilise. Et il y a des entreprises, des filières, des activités qui effectivement ont réalisé qu'elles étaient fortement dépendantes de certains de ces services. On va prendre l'exemple de l'industrie cosmétique, où on a vu une entreprise comme L'Oréal qui a passé à la moulinette l'ensemble de ses gammes de produits pour regarder les plantes qui en faisaient partie, et ensuite de regarder les plantes qui étaient en danger, voire en disparition. Avec derrière des scénarios économiques. C'est qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je suis capable de les remplacer en faisant travailler dessus la R&D, etc. On a vu le cas avec Vittel qui également s'est aperçu que pour maintenir la qualité des nappes utilisées a mis à contribution et a même financé des programmes avec des agriculteurs. Toujours dans la prise de conscience, on l'a évoqué un peu tout à l'heure, rapidement, et ça c'est un vrai enjeu. Aujourd'hui, on commence à avoir des entreprises qui raisonnent au-delà des impacts de leur site. Généralement, c'était j'ai un site, j'ai un bâtiment. Est-ce qu'effectivement, je suis à peu près dans les clous ? Aujourd'hui, nous, on les amène à réaliser que leurs enjeux et leurs impacts sont bien au-delà.
Et on raisonne à l'échelle de toute la chaîne de valeur, en reprenant la démarche de l'analyse de cycle de vie et en regardant à chacune de ces étapes tous les impacts. Et là, ils réalisent que généralement, les impacts sont au niveau de leurs approvisionnements, au niveau des emballages, au niveau de la fin de vie des produits. C'est comme ça qu'on a aujourd'hui des entreprises qui, sur la fin de vie des produits, et je vais évoquer le plastique, aujourd'hui, il y a des collectifs d'entreprises qui ont effectivement décidé de réagir pour limiter l'utilisation de plastique et les désastres que ça peut engendrer effectivement quand on les retrouve dans les milieux naturels. Le troisième stade aujourd'hui, c'est celui, on va dire, de la contribution. Alors, elle peut prendre différentes facettes. Il y a des entreprises qui ont compris que, en fait, la biodiversité pouvait être contributive, créatrice de valeur. Je vais prendre l'exemple d'un secteur dans lequel on travaille beaucoup au sein du groupe Arpace Trans, qui est le secteur de l'immobilier, de l'aménagement. Il y a 5 ans, la biodiversité était un non-sujet. Aujourd'hui, il se passe pratiquement une fois par mois une conférence, un sujet sur le sujet bâtiment, aménagement, biodiversité. Et il suffit de voir la place qu'occupe aujourd'hui la biodiversité et la nature dans les grands concours de rénovation urbaine. Aujourd'hui, en fait, ces aménageurs, ces acteurs de l'immobilier ont compris qu'en fait, c'était une valeur parce que ça rend plus heureux tout simplement les gens qui vivent dans leurs bâtiments, dans leurs quartiers, dans les villes. Après, il y a des entreprises qui se disent on peut nous-mêmes contribuer à régénérer, améliorer la biodiversité. Je vais prendre un exemple peut-être un peu effectivement provoquant, qui est celui des autoroutes, alors des gestionnaires d'autoroutes. Il n'y a rien de pire qu'une autoroute, effectivement, en termes de destruction de biodiversité. Maintenant, un gestionnaire, aujourd'hui, certains se disent on est des gestionnaires d'autoroutes, mais nous sommes aussi des gestionnaires d'espaces naturels. Les emprises qui sont de chaque côté des autoroutes, sur certains réseaux, ça peut être la superficie pratiquement d'un parc régional naturel. Et ils se sont aperçus, avec l'aide de scientifiques, notamment du Muséum, qu'ils trouvaient sur ces emprises, grâce à des mesures de gestion un peu plus favorables à la biodiversité, que des espèces qu'on ne trouvait plus ailleurs, on les trouve effectivement sur ces emprises. Ces emprises ont même été qualifiées de continuité écologique. Donc c'est carrément effectivement un changement de regard aujourd'hui, sans oublier le fait qu'effectivement à l'origine d'une autoroute est, on va dire, un impact assez important sur la biodiversité. Troisième forme de contribution, aujourd'hui on voit des entreprises qui ont décidé de contribuer à la sensibilisation de ce sujet auprès du grand public, qui est quand même un sujet clé. Et vous avez dû voir dernièrement l'exemple de Lacoste, qui a sorti une gamme de polos où on trouve non seulement le petit crocodile, mais également l'emblème d'autres espèces en voie de disparition. Alors, moi, j'ai envie de demander à Lacoste s'ils sont allés plus loin, s'ils sont allés regarder l'impact de l'industrie du textile sur la biodiversité. Mais en tout cas, voilà, on voit aujourd'hui des entreprises qui se disent on a une responsabilité bien sûr de nos impacts, mais en tant qu'entreprise contributive à la société, de jouer aussi notre rôle pour tendre la main et aider les autorités publiques, les associations, tous ces acteurs qui font un travail formidable. Mais je pense qu'aujourd'hui, les entreprises aussi ce rôle à jouer, de se dire, nous aussi, à travers nos consommateurs, ils touchent des millions et des millions de personnes, on peut aussi aujourd'hui décider qu'on peut sensibiliser le grand public sur ce sujet et aussi lui proposer des solutions. Parce qu'aujourd'hui, on dit qu'il n'y a pas de solution en matière de biodiversité, c'est faux. Il existe des solutions très concrètes pour les entreprises, comme il en existe aujourd'hui pour le grand public. Maintenant, c'est vrai qu'on ne les connaît pas. Et encore une fois, j'en reviens à ce que j'ai tout à l'heure. Au-delà de ce petit cercle d'entreprises convaincues, pionnières, il faut vraiment aller aujourd'hui chercher tous les autres. En parlant simplement, concrètement de ce sujet, comme le disait Emmanuel, que ça fait partie effectivement du capital et de l'économie de l'entreprise, et que même si aujourd'hui c'est ce qu'on entend, on ne peut pas mettre la biodiversité dans des tableurs Excel, c'est ce qu'on nous dit, quand on travaille pour des entreprises avec des cultures très ingénieurs, on sent qu'effectivement ça coince, en disant mais moi comment je fais ? Et non, on n'est pas obligé de mettre la biodiversité dans des tableurs pour agir et pour effectivement essayer de rétablir une relation avec le vivant. Merci Véronique. Je vais interroger Patricia Ricard.
Patricia, tu partages la connaissance et la passion des océans. Avec Isabelle, tu partages aussi, je crois que tu vas pouvoir revenir, la connaissance du biomimétisme, et notamment parce que lorsque tu siégeais au Conseil économique, social et environnemental, tu as été rédacteur et présenté un rapport qui a été voté à l'unanimité, qui a été voté à l'unanimité, qui s'appelait « Le biomimétisme, s'inspirer de la nature pour innover durablement ». Ton engagement en faveur de la biodiversité et de l'environnement date depuis un moment. Et a été divers. Il y a les mardis de l'environnement, il y a eu Forum Planète, donc aussi par le biais des médias. Et puis en 2005, tu deviens présidente de l'Institut océanographique Paul Ricard, qui s'attache à développer à la fois la recherche scientifique dans les domaines de la biodiversité, de l'aquaculture et de la restauration écologique par des actions d'information et de sensibilisation auprès du public, ainsi que des actions de plaidoyer en faveur des océans pendant les COP, donc les conférences des parties, notamment conférences des parties sur le climat. Mais c'est pas tout, puisque depuis 2017, tu fais partie du comité de pilotage de la plateforme Océan et Climat, dont l'Institut est membre fondateur en tant que porte-parole. Cette plateforme, qui a été fondée en 2014, regroupe des experts, des ONG, des instituts de recherche qui portent la voix des océans au sein des discussions internationales sur le climat. Et de part, alors je ne citerai pas toutes les activités, j'ai essayé de vous montrer là encore une fois cette diversité d'actions, mais de par ton expérience, tu as un regard très particulier. Alors déjà, d'une part, peut-être que tu renforceras les propos, ira un peu plus loin qu'Emmanuel sur les questions de biomimétisme, mais également sur l'interface entre entreprises, fondations et associations, sur le mécénat d'entreprise que tu connais bien. Bref, peut-être je te laisse le choix des outils, du panel d'outils qui est à notre disposition aujourd'hui pour réconcilier le monde de l'entreprise et la biodiversité. Merci. Alors moi, avant de vous dire bonjour, je voudrais juste vous demander de m'aider un petit peu. Je voudrais que toutes les personnes qui travaillent en entreprise lèvent la main pour savoir comment c'est pas présenté. Ok. BCBC, merci. Tous ceux qui sont dans des agences de consultants, agences de com, levez la main. Ok. La presse, levez la main, la presse. Voilà. Et les enthousiasmes et les curieux? Ah, formidable. Nous avons un point commun. Merci. Non, c'est important parce que moi, je pense que quand on doit parler avec quelqu'un, c'est bien de savoir de quelle région il vient. Comme ça, on prend le même accent et on devient copain. C'est plus cool. Donc, comme il y a quand même une grande partie d'entreprises, bah, ça tombe très bien parce que moi, je suis née dans l'entreprise. Moi, j'avais un pied dans l'entreprise, un pied dans l'écologie. Une espèce un peu hybride avant l'heure, mais du coup, c'était formidable parce qu'il y a des gens formidables des deux côtés. Et puis surtout, je me suis dit, mais en fait, c'est hallucinant parce que la nature, mais c'est un benchmark de malade. C'est-à-dire que moi, je connais énormément d'entreprises, mais qui se ruinent pour s'offrir des énormes cabinets de consultants dont on ne dira pas les 3 lettres que tout le monde connaît, alors que vous avez une entreprise formidable qui a non seulement réussi sa feuille de route, qui non seulement est copyleft open source, 0 royalties, 0 honoraires, qui a fait ses preuves, et qui en plus nous fait plaisir. Et en plus, ça appartient à personne. Mais le bon plan, quoi. Donc sincèrement, la nature, c'est pas le futur, c'est a very, very good future. C'est good business in the future. Là, je critique un petit peu, mais en fait, l'idée, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que, si je peux me permettre, nous sommes une espèce formidable, très maligne, trop maligne peut-être. Et un jour, on a commencé à jouer, à regarder à ce qu'il y avait au-delà de la Terre. Alors on a envoyé un petit truc sur la planète, là, c'était avant Apollo, je ne sais plus combien, Apollo 11, et on a eu cette photo extraordinaire qui s'appelait le lever de terre, et tout d'un coup toute la planète a vu, enfin toute l'humanité a vu la photo de la maison. La toute petite boule bleue. Alors Paul Éluard avait raison, elle était bleue. 2, oh ben c'est pas gros. 3, il n'y a rien autour. Voilà. Et là, au lieu de se dire, on va prendre soin de ce truc formidable, on s'est dit, oh, qu'est-ce que c'est bien là-haut. Et là, on a commencé à développer des choses formidables. Aujourd'hui, on a des iPhones, merci le satellite. Voilà. C'est-à-dire qu'on s'est un petit peu délocalisé intellectuellement, économiquement, scientifiquement, militairement. Et tout d'un coup, ce qu'il y avait autour de nous, mais vraiment, ça n'intéressait plus personne. D'ailleurs, quand vous regardez aujourd'hui ce qui fait rêver
une grande partie de l'Amérique. L'autre jour, j'écoutais M. Bezos à New York. En fait, il nous expliquait comme ça serait cool qu'on ait chacun sa planète et qu'on se rende visite, quoi. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est la version XXL de la maison de campagne ou de la maison sur le bassin d'Arcachon. C'est pas encore pour tout le monde, mais bon. Et donc, du coup, on est parti, on a commencé à regarder un petit peu au-dessus. Et on a complètement arrêté de regarder autour. Alors que plutôt au début du XXe siècle, on aimait bien la nature, les cabinets de curiosité, le botanisme. On s'est complètement déconnecté du règlement intérieur de la maison, quoi. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous prenez 3 enfants de 10, 15, 20 ans, vous leur montrez 10 logos internationaux et 10 feuilles d'arbres, je ne suis pas sûre qu'ils puissent répondre à la deuxième case. On s'est déconnecté de ce qui nous rend tout simplement résilients et vivants. Effectivement, si la fleur disparaît, c'est formidable, c'est embêtant, mais si l'eau n'est plus potable, si on ne peut plus respirer, s'il fait 50 degrés, etc., on ne pourra même plus aller travailler ensemble, on ne pourra même plus brancher son ordinateur. Donc, c'est qu'avant l'entreprise, il y a tout simplement les êtres humains qui constituent cette entreprise, et ça, c'est quand même important, parce qu'on n'a pas parlé des problèmes de santé, mais bon, voilà. Pour revenir au problème de la Tour Eiffel qui perd ses barres de fer ou de... Si on était dans cette pièce et que tout d'un coup, on voyait les murs se fissurer et les câbles tomber, les projecteurs tomber, on n'a pas besoin de vous expliquer que vous êtes en danger. Vous le sauriez. Vous seriez en train de vous précipiter vers la porte de sortie. Le problème, c'est que comme on s'est déconnecté de cette espèce d'énorme structure de vie qu'est la biodiversité, qui nous fait vivre, on ne voit pas où est le danger. Il est beaucoup plus facile aujourd'hui de lever des fonds pour réparer une vieille église romane que pour sauver une espèce. Ou pour faire une action climat. Le problème, c'est que si vous ne réparez pas le climat, votre église romane, elle va être retapée tous les 10 ans. Donc on est tellement décalé de la nature qu'on ne voit plus, 1, le danger, 2, les services que ça nous rend, et 3, l'intérêt pour notre économie. Alors là, on va essayer de rentrer un petit peu dans... Vous me suivez là? Non, parce que je suis un petit peu... Bon. Alors j'ai pris des petites notes quand même, parce que j'ai vu que tous mes petits copains avaient pris des notes, c'était quand même mieux. Alors, quand on parle d'économie... Est-ce que c'est... Moi, j'aime bien parler d'économie vivante. La nature, elle est vivante. Et là, aujourd'hui, on a des économies robotisées. C'est-à-dire qu'on a des entreprises qui font un truc sur un marché. On essaye vaguement de savoir s'il y aura des clients, pas des clients. On produit, on minimise les coûts. Et alors, on prend beaucoup de matières premières, on met beaucoup d'énergie, beaucoup de pression, beaucoup d'intelligence. Et après, on fait un marché avec beaucoup de déchets. Bon, c'est super. Moi, je vous propose la version nature. C'est... 1, je ne fais pas de déchets. 2, j'utilise très peu d'énergie. 3, tout ce que je produis sert à plusieurs choses. 4, j'ai zéro invendu. 4, tout ce que je produis est auto-reparant, multi-usage. Et quand ça a fini de servir, ça revient à fabriquer la matière première de départ. Je dis, c'est pas mal ça. Ça, c'est une bonne inspiration. L'économie circulaire, c'est quelque chose dont on entend parler depuis quelque temps, mais c'est la nature. Le pommier qui fait chaque année plus de fruits, plus de branches, plus de feuilles et qui pousse avec les restes de l'année dernière, plus la pollution, c'est pas mal ça quand même, c'est une bonne option. Donc essayons de voir la nature comme quelque chose qui a réussi notre feuille de route de durabilité. La nature ne va pas chercher au bout du monde ses matériaux, la nature produit des choses qui se recyclent sans toxicité. La liste est très longue. La nature utilise 5 éléments, on en utilise 350. Alors puisque ça va bientôt sonner, j'accélère. Alors, oui, pourquoi tout ça? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, les leaders des grandes entreprises et les grands politiciens dans le monde, ils n'ont pas fait biologie, ils n'ont pas fait sciences et vie. Aujourd'hui, nous sommes dirigés par des gens qui ont fait des filières d'excellence où la mathématique était la principale priorité. Avec des mathématiques, vous faites de l'algorithme, vous faites de la finance, vous faites des fusées, vous faites tout ce que vous voulez, mais vous ne faites pas de vivant. Vous n'avez pas conscience du vivant. Pour info, on est en train d'enlever la biologie des programmes d'éducation nationale. La biologie, c'est un modèle formidable. Le vivant, c'est un modèle formidable. Le problème, c'est que ça n'intéresse plus personne parce qu'on ne s'y intéresse plus. Donc ça, c'est déjà la première leçon. Retournons à la biologie. Dans les 35 secondes qui me restent, le biomimétisme, c'est très simple. C'est le mode d'emploi de la nature tel que considéré aujourd'hui. Alors, comme on est tous des débutants, on a droit à 3 stades. C'est comme la première étoile, la deuxième, la troisième. La première étoile, c'est les formes. Le nez du TGV japonais, les formes des pales d'éoliennes, enfin voilà, donc la forme.
Le deuxième niveau, les procédés, les termites qui ont inventé l'air conditionné, etc., etc. Et le troisième niveau, qui est vraiment important pour notre futur, c'est l'écosystème. Une ville, c'est un écosystème. Et dans l'écosystème, il y a des méthodologies. Les entreprises, elles ont besoin de méthodologie, elles ont besoin de management, elles ont besoin de benchmark, elles ont besoin de modèles. Et ben, la nature est un espèce d'énorme groupe de consultants qui nous donne ces informations. Voilà, je pense que je ne vais pas aller plus loin parce que ça va sonner, mais voilà. Voilà. Et puis l'océan, oui, j'ai oublié de parler de l'océan. Ben, c'est simple, l'océan, c'est le point de départ et le point final de toute cette aventure. Donc, en fait, si vous voulez sauver la planète, vous sauvez l'océan et on en sera là. Mais ça sera pour le... Je reviendrai en semaine 2. Voilà. Merci beaucoup, Patricia. Je vais passer la parole à Laurent Boyau, qui est PDG depuis 2007 de Guerlain. Alors moi, il y a un mot que Patricia a utilisé, c'était une bonne inspiration. Et je crois que Guerlain a les prix de l'inspiration et est plutôt bien inspiré, en tout cas de ces dernières années. Et alors, comment interroger la maison Guerlain? J'ai trouvé une interview que tu avais faite dans un magazine et dans laquelle on te demandait quelle était l'initiative mise en place par la maison Guerlain dont tu étais le plus fier depuis ta prise de fonction à la direction générale. Alors, tu as répondu que tu étais fier de tout un paquet d'actions qui avaient été mises en place, mais que si tu devais en choisir une, ce serait les filières durables que la maison Guerlain a développées pour préserver la biodiversité. Et que, donc je vous parle, parce que tu vas nous en parler de ces filières durables très certainement, et que tu espérais que d'autres filières durables viendront enrichir au fil des ans ce dispositif mis en place, qu'il s'agisse de l'abeille et le lancement notamment des universités de l'abeille depuis l'année dernière. Mais alors donc je vais poser la question d'une manière générale pour te permettre de tout nous expliquer, tout développer. Pour Guerlain, donc, qui est une maison de parfums et de cosmétiques qui existe depuis presque 200 ans, 190 ans, est-ce que la nature est une source d'inspiration? Et comment? 5 minutes pour tout ça. Là, il faut que je réagisse aussi. On a tous prévu quelque chose dans nos exposés. Et puis, l'avantage, je voulais quand même passer le dernier, c'est finalement, on ne peut pas se permettre de ne pas rebondir sur ce qui a été dit. Donc moi, je vais prendre le rôle en fait de l'optimiste ici. Et je vais me dire qu'en fait, en réalité, cette tour Eiffel, eh bien, je pense que non seulement elle ne va pas tomber, mais que même des barreaux qui sont tombés, on va pouvoir les ressouder. Pourquoi je dis ça? Parce que, merci d'ailleurs pour la question sur l'audience. Moi, ce que je peux voir depuis des années, c'est qu'il y a une poussée formidable de l'entreprise. Il y a 10 ans, dans le domaine de la RSE ou biodiversité, c'est que il y avait finalement quelques avant-gardistes et puis d'autres qui les regardaient. Et puis ensuite, on est passé à une étape où certains se sont dit dans l'entreprise, tiens, il fait quelque chose d'intéressant, il faut que je fasse quelque chose ici, sinon je vais peut-être rater une occasion de faire du bon business. Et puis finalement, commence à arriver cette idée que, ce sera mon témoignage, qu'on peut commencer par l'économie et qu'on peut ensuite poursuivre par la solidarité ou par l'esprit d'une chose qui est plus importante. Alors, mon témoignage, il est en fait celui d'une entreprise comme les autres, enfin, même si elle a 190 ans en réalité aujourd'hui. Je dirais aussi qu'on a un avantage énorme, c'est que nous, de toute façon, sur la nature, on ne peut pas vivre. Voilà. Depuis 190 ans, la nature est notre premier fournisseur. Alors, ça nécessite aussi de préciser que c'est une énorme responsabilité. D'ailleurs, l'esprit qui nous anime, on a une mission tous, là, nous sommes 3500 chez Guerlain, c'est que nous savons que nous sommes là de passage, récipiendaire provisoire d'une maison qui était là avant nous, qui sera là après nous. Et l'idée qui nous anime, c'est 1, préserver, 2, c'est développer, c'est notre rôle, c'est de l'économie, et 3, c'est de transmettre un patrimoine exceptionnel. Bon. Une fois qu'on a dit ça, il y a des tas de sujets RSE, bon, aujourd'hui c'est biodiversité, mais je dirais aussi que dans ce domaine-là, nous, on sait très bien que si on ne protège pas la biodiversité, eh bien on ne peut pas garantir la qualité de nos produits. Voilà, donc c'est naturellement qu'on va au-devant de cette biodiversité.
Alors, je voudrais effectivement donner un exemple, non pas pour nous dire qu'on fait des choses formidables, même s'il y a beaucoup de gens qui font des choses formidables chez nous, mais pour montrer comment ça se passe dans une entreprise. Et puis je pense effectivement que l'économie biodiversité, ça ne fait qu'un. J'ai deux exemples. Je ne sais pas si j'aurai le temps de voir les deux, mais le premier est autour d'un produit qui est un produit de soins, qui est une ligne de soins pour câlin qui s'appelle Abeille Royale. Et nous, parce que je voulais parler d'autre chose que du parfum aujourd'hui, eh bien, nous sommes très animés par l'idée de comment peut-on trouver des nouvelles formules qui soient, pour vous mesdames, pour vous messieurs également, à la fois plus confortables, plus efficaces. Et on commence par l'observation. L'observation, c'est de voir qu'un médecin, un professeur, avait constaté que les produits du miel avaient des vertus cicatrisantes. Je dois faire un effort de simplification. Et qu'on s'est dit, y a-t-il un lien entre les réductions des cicatrices par les produits du miel et puis nos produits qui sont, disons-le, anti-rides. Et la machine se met en marche. La R&D travaille, et ça nous conduit, après des années de travail et puis différentes études, vers une espèce d'abeille qui se trouve sur l'île d'Ouessant. Et cette espèce d'abeille, elle est extraordinaire parce que c'est une espèce rare qui est protégée par le fait qu'elle se trouve isolée dans l'océan et que la barrière naturelle, qui est celle de la distance entre l'île et puis le continent, protège les abeilles contre toutes les varrois ou finalement les dangers que peuvent produire d'autres variétés. Eh bien, nous allons là-bas voir en fait quelqu'un qui peut être un fournisseur, et ce fournisseur devient Jacques Kermagoret. Et c'est une autre histoire. Parce que ce fournisseur, en fait, il est président d'une association qui protège les abeilles de son île et qui nous explique ses problèmes. Et que lui, il a besoin effectivement d'un peu d'argent, il faut effectivement de l'argent en continu. Il a besoin aussi qu'on l'aide sur le plan juridique, parce que s'il parvient à empêcher que les îles autour de lui puissent aussi importer des abeilles, il serait protégé contre finalement les agressions extérieures, etc., etc. Et nous prélevons, nous achetons en fait les produits de cet apiculteur, et en même temps, on l'aide à protéger, je dirais, son cheptel. Et puis, ça ne s'arrête pas là. Parce qu'une fois qu'on a rencontré Jacques Kermagoret, on est contacté par quelqu'un qui se trouve en Provence, qui s'appelle Thierry Dufresne. Et lui, il a un rêve absolument fou. Il pense qu'il faut repeupler l'Europe d'environ 10 millions de colonies. Et qu'en faisant cela, on pourra créer environ 30 000 emplois. Ben, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, on n'est pas moteur, mais on sera le wagon, un wagon un peu moteur quand même, de cette nouvelle expérience. Et puis derrière cela, Université des abeilles, c'est-à-dire mettons ensemble tous les acteurs, apiculteurs, politiques, financiers, juristes, pour se dire qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour cette chose qui peut nous dépasser, qui est cette sentinelle de l'humanité. Voilà, ça c'est un exemple. J'en ai beaucoup d'autres, mais le temps imparti est passé. Je voudrais simplement en fait aussi dire une chose, c'est que je pense que le moyen de s'en sortir, ça a été évoqué, c'est l'éducation. C'est l'éducation et la transparence. Et c'est un sujet qui nous anime. Donc nous, on a un sujet éducation avec l'Université des abeilles. Et on va avoir un très gros sujet de transparence qui va consister à exposer à l'ensemble de nos clients la filière complète des ingrédients qui constituent nos formules, y compris packaging, jusqu'à la production, jusqu'au transport, c'est-à-dire en fait d'expliquer l'ensemble de la chaîne et de la valoriser. Parce que l'autre élément d'optimisme, c'est que derrière nous, il y a en fait des centaines de partenaires qui commencent à agir comme nous. Donc la chaîne est en marche. Merci pour cet optimisme. Alors moi, j'étais en train de me dire, parce que je vois qu'il reste 11 minutes, que pour l'année prochaine, il faudra prévoir en fait sur le même sujet de réinviter nos intervenants et puis de faire une table ronde de 2h30, parce que comme vous avez pu le constater, j'ai été obligée de les brimer un peu. On va peut-être prendre une série de questions et dans le peu de temps qu'il nous reste, et puis ensuite j'aimerais redonner la parole à chacun de nos intervenants pour qu'il conclut en répondant aux questions, bien entendu, et en nous donnant une bonne inspiration et une action à mettre en œuvre de façon prioritaire dans les prochaines années.
Alors, la première question, la maison brûle, la situation est dramatique, mais franchement, donc la question vous est posée. Franchement, les entreprises ont-elles le temps d'avancer à un rythme de tortue? N'est-il pas urgent de changer radicalement le système? Alors ça, je pense que vous pourrez répondre assez rapidement les uns et les autres. Seconde question, les intervenants peuvent-ils faire une liste des produits ayant l'impact le plus important sur la biodiversité? Ça va être compliqué et peut-être un peu long, malheureusement. Et les entreprises doivent agir, oui. Et enfin, le respect de cette biodiversité ne passe-t-il pas par la mise en place de nouvelles lois fondamentales? À quand la Déclaration universelle des droits du vivant humain et non humain? Alors là, c'est aussi, je vous propose d'inscrire la dernière question au titre d'une plénière l'année prochaine, parce que je crois que ça peut faire l'objet véritablement d'1h30 de discussion à ce propos. C'est un vrai sujet en soi. Et il y avait une question de la salle. Oui, bonjour. Adrien Montagu de la coopérative Common. Avant, j'étais chimiste organicien. Aujourd'hui, je suis dans l'ESS. Merci beaucoup pour toutes vos interventions. J'aurais plein de questions possibles, mais alors un premier point, une remarque. Si on s'adresse à des ingénieurs qui raisonnent qu'en tableur Excel, eh bien on met la biodiversité dans le tableur Excel. En face de ça, on met le CLV, Customer Life Value. On fait des projections d'effondrement et on les invite à lire le livre de Pablo Serving. Et là, ils vont trouver un intérêt vraiment fort à maintenir le Customer Life Value de leur cible, en fait. Ensuite, j'aurais une question sur l'aspect cosmétique, parce que j'ai un petit peu travaillé là-dedans. Dans les analyses en cycle de vie, le parent pauvre ou la dernière roue du carrosse, c'est souvent le marketing. Et je me demandais si chez vous, Guerlain, par exemple, vous travaillez sur une évaluation de l'empreinte carbone du marketing, et si vous exigez, par exemple, à vos annonceurs de renoncer à afficher vos publicités sur des écrans LCD de 4 mètres par 3 qui sont pardonnez-moi l'expression, une hérésie environnementale. Hein. Donc voilà, c'était ce genre de questions. Merci. Alors, ça va être très frustrant, je le sais. Il reste moins de 8 minutes. Donc je vais demander à nos intervenants en 3 phrases maximum dynamiques de tenter de répondre aux questions, ou en tout cas de vous dire ce qu'ils n'ont pas pu vous dire et qui leur paraît très important. Patricia. Très rapidement, bien sûr qu'il faut mettre la biodive dans l'ordinateur, mais à mi-chemin entre Google et Wikipédia, la nature, c'est toute la connaissance. Retourner le problème, ce qu'on appelle aujourd'hui la science, c'est quoi? C'est l'observation du vivant et de la nature. Donc, retournons le problème et mettons la connaissance, mutualisons toute la connaissance qu'on a sur le vivant, au rayon forme, au rayon procédé, au rayon chimie, au rayon... La nature, elle a tous les prix Nobel. Et là, vous avez... D'ailleurs, ça commence à exister. Allez voir le site asknature.org, allez voir ce que le CBIOS est en train de faire. Voilà, c'est structurer la connaissance. Le problème, c'est que c'est tellement énorme par où on rentre, quoi. Donc, par les ateliers. Donc, moi, j'ai un message. Moi, j'ai la chance de mener une boîte, d'animer un institut qui était une action de mécénat d'entreprise, l'Institut Paul Ricard, groupe Pernod Ricard, voyez, c'est assez simple. Le mécénat, il y a 50 ans, c'était au bon plaisir du président, pour pas dire la danseuse. Après, c'était les relations publiques. Après, c'était la communication. Après, tout d'un coup, on a commencé à parler de corporate, machin. Aujourd'hui, on parle de RSE. Le mécénat, il doit être dans la R&D. Dans vos entreprises, vous êtes bon sur un sujet, vous êtes le roi absolu je sais pas moi, de la ceinture de sécurité, de la moquette. Devenez le meilleur de votre secteur en vous laissant driver par la feuille de route de durabilité, en disant à chaque fois que vous avez un problème, qu'est-ce que la nature aurait fait à ma place? Le type qui a inventé les morceaux de carré là, de moquette, il a eu l'inspiration en se promenant dans la forêt un jour d'automne. Il a vu que finalement des trucs de toutes les couleurs mélangés, ça faisait super joli. En coupant sa moquette en carré, vous imaginez le transport, la facilité de transport. Vous avez une tache sous votre chaise, vous n'êtes pas obligé de changer toute la pièce, vous changez juste le petit carré. Il a révolutionné le marché de la moquette en la coupant en carré après avoir vu des feuilles mortes sous la forêt. Et après, il est rentré dans la circularité. Soyez les meilleurs dans votre secteur, branchez votre R&D sur le mécénat, allez chercher des ONG, allez chercher des labos, allez chercher des... Moi, j'ai connu Greenpeace et des associations qui cassaient les baraques. Aujourd'hui, ce sont des cabinets de consultants, ce sont des experts. Aujourd'hui, les associations comme VVF, comme Surfrider, ils accompagnent les entreprises pour faire cette transition formidable. Donc, voyez, la nature, c'est vraiment plus un problème. C'est un énorme gisement de solutions. Inversez
Inversez le scope, vous allez voir, vous allez... Comme ça, business for good. Rapidement, deux petites choses. Les questions sur les produits dangereux, quand même, je vais le dire. Regarde, quand on dit rapidement, il reste 4 minutes. Oui, mais là, tu viens de m'en prendre une. Les produits les plus dangereux, les produits ancides. Il n'y a pas de produit ancide qui soit anodin pour la biodiversité. Si c'est ancide, herbicide, pesticide, fongicide, c'est fait pour tuer. Isabelle l'a dit tout à l'heure, le mot-clé c'est ensemble. Ce n'est pas les agriculteurs le problème, ce n'est pas les agriculteurs le coupable, c'est nous tous, nous devons changer ensemble notre manière de produire et de consommer notre alimentation. C'est un sujet clé fondamental sur lequel il faut qu'on agisse très vite. Deuxième point quand même très rapidement aussi, on perd d'abord le désir de la biodiversité. Donc on n'agit pas quand la biodiversité s'en va. Puis on perd le souvenir de la biodiversité, on s'y habitue, la tour Eiffel n'est pas là, etc. Et puis on perd jusqu'au langage, au vocabulaire, aux mots que nous avait inspiré la biodiversité, et c'est notre culture et notre humanité qui s'en va. C'est ce que dit Romain Gary exactement. Si vous voulez inverser la chaîne, la première chose c'est de créer du désir de biodiversité, et ça tout le monde peut le faire dans toutes les entreprises. Merci. Juste voilà, un mot sur les fameux tableurs Excel. L'idée, effectivement, dans les entreprises, c'est de pouvoir, on va dire, cataloguer les impacts sur la biodiversité comme on peut les avoir dans les rapports RSE sur l'eau, les déchets, etc. Donc ça, non, ce n'est pas possible aujourd'hui. En revanche, on peut effectivement créer des indicateurs. Lorsque l'entreprise mène des actions, on doit créer des indicateurs pour effectivement être en mesure de les évaluer et de pouvoir voir dans le temps les progrès qui ont été accomplis. Donc c'est ce qu'on dit aux entreprises. Vous pouvez effectivement créer vos propres indicateurs. Maintenant, l'indicateur universel qui va mettre tout le monde d'accord sur la biodiversité, il n'existe pas et je ne sais pas s'il est souhaitable qu'il existe. Un mot et demi d'abord. Indicateur, on n'améliore que ce qu'on en mesure. Il y a beaucoup de gens des entreprises. Voilà, c'est très important. En réalité, vive l'Excel ou d'autres moyens de mesurer pour améliorer. Première chose. La deuxième chose, c'est, oui, en fait, ça fait partie du marketing de se dire quel est l'impact sur l'environnement. On a inventé aussi cette mesure pour contrôler. Nous ne sortons plus de produits qui ne sont pas capables d'améliorer notre impact sur l'environnement. Il faudra en débattre assez longtemps. Pour l'instant, les LCD, je les conserve. Je n'ai pas d'alternative pour parler à nos clients. Mais aussi, on pousse aussi d'une autre manière. On ne prétend pas être irréprochable. Nous, on dit chez nous, as sustainable as possible. On fait aussi bien qu'on peut, on tend vers l'asymptote. On ne va pas sauver le monde, mais on veut faire un petit peu plus que ce que chacun d'entre nous devrait faire. Et je finis par une seule chose, qui est deux films de nom, que je cite souvent. D'un côté, c'est Al Gore, qui présente La fin du monde. Et de l'autre côté, c'est Cyril Dion qui présente un film qui s'appelle Demain. Je pense qu'il faut les deux, en fait. Il faut effectivement dire qu'il y a urgence, et puis après, il faut regarder l'ensemble des petits projets qu'il nous faut changer. C'est pour ça que je dis qu'en fait, il faut être optimiste. Il faut être optimiste paranoïaque. Je pense que je vais dire un peu comme mes collègues. C'est trop facile de dire qu'on ne peut rien faire et que c'est aux politiques de s'y mettre. C'est trop facile de dire qu'on ne peut rien faire et qu'il faut éduquer les jeunes. Un étudiant d'un master RH il y a 2 ans, de 25 ans, m'a dit la seule solution c'est d'éduquer les jeunes. À quel point je lui ai répondu quel âge elle avait. Je lui ai demandé quel âge elle avait. Et effectivement, c'est trop facile. Actuellement, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps de dire que c'est la question de la génération d'après. On est dedans. Et donc, il faut que tout le monde s'y mette. Il faut vraiment que tout le monde s'y mette. Et quelque chose qui est très important, à mon avis, chez vous, les entreprises, c'est que ce ne sont pas les politiques qui font la norme actuellement, c'est vous. Et c'est vous qui créez la norme sociale. C'est vous qui créez les comportements. Et soyez-en conscients, vous en êtes conscients parce que vous faites du marketing. Mais bon sang, soyez-en conscients parce que vous pouvez changer les comportements de tout le monde, et y compris des politiques aussi. Merci, c'était mon mot. Alors, le mot de la fin, tout à l'heure j'ai dit ensemble, là on entend aussi beaucoup chacun. Si en sortant d'ici, chaque personne qui est dans cette salle se dit, voilà, ma petite pierre, moi je la mets où? Je pense que cette heure et demie, elle n'aura vraiment pas été perdue. Merci. Et le mot de la fin, de la toute fin, moi j'ai retenu un certain nombre de mots qui sont revenus. Le mot valeur, et il y a plusieurs manières d'envisager la valeur. Il y a la valeur financière, mais il y a aussi nos valeurs,
la valeur de partage, et ensemble la notion de patrimoine naturel, de patrimoine culturel, déconnecter du vivant, se reconnecter les uns les autres, qui rebondit par rapport à ce mot ensemble. Et puis sur les deux images qui ont été utilisées, qu'on utilise souvent, de la tour Eiffel et de ses barreaux, ou de l'avion et ses boulons, ces exemples ont juste une limite, c'est que l'avion et la tour Eiffel, ce sont deux fabrications de l'homme. Et donc potentiellement il peut les réparer. Or la nature et la biodiversité, ce n'est pas l'homme qui l'a inventée, elle était là et elle est là avec nous. On fait partie de la biodiversité, c'est peut-être une des choses qu'on a oubliées, on fait partie du vivant. C'est un grand ensemble, très très compliqué. Et l'image qui s'impose davantage, mais vous devez la connaître aussi, c'est celle, si vous essayez de plonger une grenouille dans une marmite d'eau bouillante, elle sortira immédiatement et elle ne se laissera pas ébouillanter. Par contre, si vous la plongez dans de l'eau froide et que vous faites monter la température au fur et à mesure, elle va s'endormir, elle va s'assoupir et puis elle finira par périr, ébouillanter. Et je crois que cette table ronde et chacun de nos intervenants, avec leur optimisme et en nous appelant à agir, nous appelle à ne surtout pas nous endormir. C'est vrai qu'on ne voit pas les impacts directs de la perte de la biodiversité aujourd'hui, mais ils sont réels. Et le mot de la fin, de la toute fin, ayez bien conscience et soyez bien convaincus que la nature n'est pas le problème, la nature et la biodiversité sont aujourd'hui la solution.